Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du Royal Rumble. Il y a beaucoup à dire, donc on va essayer d'aller vite et d'aller à l'essentiel. Donc c'est parti, on attaque le kick-off. Alors ça a commencé tout d'abord avec les cruiserweights, il n'y avait pas encore grand monde à ce moment-là dans le public, puisque il y avait 2 heures de kick-off et les gens n'étaient pas encore tous rentrés dans la salle, loin de là. Ça a commencé donc avec Grand Metalik, Lince Dorado et Kalisto pour affronter TJP, Jack Gallagher et Drew Gulak. En ce qui concerne le match, c'est un peu toujours la même chose. Match classique de kick-off, un match qui aurait pu très bien se dérouler à Raw ou à 205 Live. Un match qui a quand même duré un bon petit moment, il a dépassé les 10 minutes, je me demande même s'il n'a pas pratiquement atteint le quart d'heure. Et sans surprise, la victoire est revenue aux Luchadors avec TJP qui a voulu faire le changement. Et mal lui en a pris puisqu'il a fait le changement et il a fini par se faire surprendre par Kalisto sur un Salida del Sol et victoire donc de Kalisto et de la team des Luchadors. Je vous l'avais dit, c'était prévisible puisque il y avait une losing streak pour TJP qui est toujours donc en cours et on pouvait aussi s'y attendre à la fin, ça s'est un peu frité verbalement avec ses partenaires, avec Gallagher et Gulak, puisqu'il y a eu ce blind tag, ce tag forcé de la part de TJP qui voulait absolument entrer, et je crois que c'était avec Gulak qu'il a fait ce changement, et ça a finalement causé sa perte. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer cette losing streak, mais en tout cas ça sent pas bon pour lui. On va donc le match, sinon une notation, c'est difficile à dire, un 5,5 sur 10 quoi. C'est vraiment banal, il y a rien d'autre à dire de plus. Match suivant, match par équipe entre le club ou les Good Brothers, Gallows et Anderson contre The Revival. Là, il y a une petite surprise, on va dire, puisque Revival semblait puni, il semblait sur une mauvaise pente, on va dire. Et finalement ils l'ont emporté, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils l'ont emporté sur un petit cafouillage. Anderson dans le coin a voulu canter sa petite ruade là, son petit coup de pied en traître là dans la figure là, sa big boot, et en fait il s'est fait contrer par Dawson qui en a profité avec un roll-up tout simplement. Victoire donc du Revival, étant donné que le Revival avait perdu au Raw 25, donc ça sent la belle a priori entre les deux équipes, peut-être du coup à Raw dès le lendemain, donc ça va relancer peut-être un petit peu Revival, et ce qui serait une bonne nouvelle du coup. Au moins ils gagnent un match, c'est pas comme The Ascension, donc peut-être qu'ils vont être mieux traités au final. C'est une bonne nouvelle parce que je craignais vraiment le pire pour eux. D'autant plus que avoir dit qu'ils étaient des catcheurs professionnels, c'est quand même pas la mer à boire. Quand bien même il faut pas le dire, en tout cas le WWE il faut pas le dire. Il faut quand même pas non plus pousser mémé dans les orties. Alors à moins qu'il y ait d'autres choses en backstage qu'on ignore, mais sinon franchement, si c'est juste à cause de ça, ça aurait été vraiment bête de déjà les enterrer. Le match, pareil, un match relativement court, qui est absolument inodore incolore. Absolument banal, match de kick-off et victoire donc de Revival, un match pareil qui vaut 5,5 sur 10, une petite moyenne. Enfin, troisième match de ce kick-off, un match un peu plus intéressant puisque c'était un Open Challenge lancé par Bobby Roode pour le titre des États-Unis. Donc Open Challenge, donc il y a beaucoup de noms possibles. Je vous avais cité notamment ceux qui pouvaient entrer. Je vous avais donné plutôt un heel, plutôt des gens de SmackDown, donc Corbin, Mojo, Mahal, voire Rousseff. Il y avait comme ça des noms qui pouvaient arriver. J'avais évoqué aussi Eric Young, voire Neville. Voilà un peu les noms. Et finalement il y a pas une énorme surprise. Et il y avait aussi bien entendu la grande question, est-ce que ce serait Dolph Ziggler? J'aurais trouvé ça complètement débile.
Et heureusement, bon bah, c'est peut-être la première fois que je vais être content de voir Mojo Rawley arriver sur un ring, puisque c'est lui qui a relevé le défi, l'Open Challenge. Donc Mojo Rawley, hein, finalement, bon, pas trop de surprise, hein, donc c'est l'un de ceux qui avait perdu contre Rude. Il avait perdu en demi-finale du tournoi, donc bah, un choix, on va dire, qui se vaut. Ça aurait pu être mal, hein, en tant que perdant de la finale. Ils ont choisi Mojo, mais alors il y a une rumeur qui dit que finalement Mojo était pas prévu et que finalement c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place pour le bien du Rumble. Je ne sais pas encore qui c'est à l'heure actuelle. Faudra voir un peu les news à venir. En tout cas, c'était une bonne nouvelle pour moi, puisque à ce moment-là, moi qui avais mis un gros billet sur Dolph Ziggler pour la victoire finale dans le Rumble, bah, à ce moment-là, je me suis dit que ça sentait de plus en plus bon pour Ziggler. Et puis ça aurait été débile qui participe, puisque on ne lâche pas sa ceinture pour ensuite essayer de la récupérer dans un vulgaire match de kick-off. Ça n'aurait absolument aucun sens. Donc je suis content finalement que ce soit Mojo, qui est toujours aussi dégueulasse sur le ring. Le match était vraiment lent, le public n'était pas vraiment enthousiaste. Il a même crié des Mojo Sucks, Mojo Sucks. Et au final, alors le finish a probablement botché avec j'ai l'impression en tout cas, une tentative de tornado DDT, hein, dans le coin de la part de Rude, mais finalement Mojo en fait n'a pas accompagné le mouvement et est retombé sur ses deux pieds. Donc c'est comme s'il n'y avait rien eu, et finalement Rude a enchaîné avec un simple DDT pour seulement la victoire finale. Bah c'est un peu étonnant, victoire donc victoire de Rude, qui conserve donc logiquement sa ceinture sur un simple DDT. Est-ce que c'était pas un glorious DDT qu'il aurait dû faire? Est-ce qu'il devait vraiment porter un tornado DDT? C'est difficile à dire, mais en tout cas ce finish montre probablement un botch. Et bah finalement un final un peu étonnant. Victoire de Rude, logique, hein, puisqu'il venait de gagner le titre. Ça aurait été complètement débile de le perdre déjà, surtout en kick-off. Donc bah à ce moment-là, comme je vous disais, on se demande ce que Ziggler va faire. Et ça sentait en tout cas de plus en plus la participation de Ziggler au Rumble. Pour faire quoi? Ben, c'est ce qu'on verra plus tard lors de la review. En ce qui concerne la notation, c'est exactement la même chose. Je n'ai rien à retenir. C'est un match banal. Y a rien à dire. C'est Mojo quoi. Et puis Rude qui est pas non plus, on va dire quelqu'un de fun sur le ring. Bah c'est pareil quoi. C'est 5,5 sur 10. Voilà, ça vaut pas plus que ça. Donc bah, finalement un kick-off assez compact, on va dire, homogène au niveau des notes et au niveau du niveau des match complètement banal, autant les uns que les autres. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc on va passer directement à la carte principale donc de ce Royal Rumble tant attendu chaque année par tous les fans. L'opener donc fut le match de championnat de la WWE entre AJ Styles et Kevin Owens et Sami Zayn, donc dans un match handicap. Un peu surprenant, je ne m'attendais vraiment pas à avoir un match aussi important dès l'opener. Moi, comme philosophie, j'ai pour but de me dire, quand on a deux matchs prévus dans un pay-per-view à stipulation, hein, comme Hell in a Cell, qui avait eu lieu l'année dernière, il faut pour moi équilibrer les choses, c'est-à-dire s'il y a deux Hell in a Cell prévus, il faut en mettre un en opener et un en main event. C'est ce qu'ils ont fait pour Hell in a Cell, et je pense qu'il aurait fallu faire la même chose pour comme ils ont pu faire aussi je crois pour le Survivor Series pour les femmes et ensuite pour les hommes. Ils auraient dû le faire aussi comme ça, et pareil pour le Royal Rumble, ils auraient dû commencer par les femmes et terminer par les hommes. En plus ça risque de gaver le public d'avoir deux Rumble de façon rapprochée. C'est pour moi une erreur. Je pensais pas vraiment qu'on aurait ça dans cet ordre-là. Enfin bref, ça c'était un peu pour ma remarque, ma petite parenthèse. Alors en ce qui concerne le match, hein, alors je vous l'avais dit que Kevin Owens, hein, il avait été blessé, en tout cas une kayfabe, enfin il avait été
pris dans un calf crusher, il avait été blessé juste avant dans le match contre AJ Styles dans le dernier SmackDown. Match très rapidement remporté par AJ Styles. Ensuite, il y a eu un petit cinéma sur la civière, Kevin Owens qui reste à l'extérieur du ring, etc. Et je vous avais dit, bon, du coup, cette blessure n'est pas a priori le fruit du hasard, et ça risque d'être vendu elle risque de servir durant ce match. Alors, on a vu effectivement une tentative de cannonball de la part de Kevin Owens sur Styles, esquivé, et on a vu du coup la blessure in kayfabe de Kevin Owens se réveiller. Du coup, il commençait à boiter un peu. Il a retenté aussi de courir dans le coin vers AJ Styles. Il boitait un peu. Voilà, il arrivait quand même à se déplacer. Il arrivait quand même à se mouvoir. Mais ça a joué. Mais du coup, on n'a pas vu plus que ça. On va dire, ça a été vendu un petit peu, mais je pensais que ça allait avoir une incidence vraiment importante sur la suite du match ou sur le scénario, et absolument pas au final. J'ai pas trop compris l'intérêt finalement d'avoir fait ça. Donc il y a eu énormément de changements de tag entre Owens et Zayn. D'ailleurs, je me suis dit que c'était peut-être pour protéger un peu Owens, puisque il me semble avoir entendu dire que c'était une vraie blessure qu'il avait à la base, hors des rings, et que du coup ils avaient vendu une fausse blessure pour protéger cette vraie blessure, et du coup qu'ils essayaient de protéger un peu Owens, et du coup tous ces changements étaient faits à dessein. Donc je ne sais pas si c'était vraiment fait comme ça, et dans cette raison là c'est vrai que du coup le fait de partager le match avec un partenaire, ça aide aussi à un peu se préserver. Donc donc énormément de tags, comme je vous disais, un peu de malice de la part de Owens, qui essayait de passer à un moment donné, de contourner le ring, puisque Styles avait essayé de bloquer un peu le tag à un moment donné, et puis finalement Owens est passé à l'extérieur, il a réussi à refaire le tag. Donc ça a été beaucoup fait comme ça a été beaucoup joué là-dessus. Et en fait le fait du match, c'est que Zayn est sur le ring avec Styles, il se fait soulever par Styles sur ses épaules, et en attendant Zayn, à ce moment-là, Zayn tire, il tend son bras au maximum pour essayer de faire le changement avec Owens, sauf que du coup il fait le tag dans le vide, il n'arrive pas finalement à faire le changement, et finalement Owens donc n'arrive pas à faire le changement, et du coup Zayn est projeté à l'extérieur du ring par Styles, et du coup Owens essaie d'en profiter, donc il arrive sur le ring et tente un powerbomb qui est contré finalement par Styles, qui arrive à dire un l'enrouler dans une sorte de petit paquet en tendant bien la jambe d'Owens, en la pliant bien, et victoire donc par surprise un peu de Styles, qui conserve donc, comme je vous l'avais dit, logiquement son titre. Ça ne pouvait il ne pouvait en être autrement, c'était normal, il fallait absolument qu'il reste champion, ça, ce n'est pas une surprise. Alors après, et on l'a vu après à l'extérieur, il y a cette erreur d'arbitrage, puisque finalement, on l'a bien vu, moi j'ai revu personnellement les images plusieurs fois au ralenti, le tag n'a jamais été fait, ce qui fait que finalement, Styles a battu Owens, qui n'était pas l'homme légal. Donc c'était Zayn qui était toujours l'homme légal. Donc finalement, effectivement, cette victoire est volée, en quelque sorte, elle est même pas en quelque sorte, vraiment, elle est volée. Et du coup, ils s'en sont plaints en backstage juste après le match auprès de Shane, en disant voilà, l'arbitre nous a volé, il nous a trahi, il nous a arnaqué. Vous l'avez vu, tu l'as vu Shane, tu l'as vu, et puis évidemment, ce qui était drôle, c'était la réponse de Shane, qui a dit oui, je l'ai vu, et qui disait yep, je l'ai vu, et il est parti. Donc ça a fait rire le public, c'était un petit moment marrant, évidemment ça a fait rager Kevin Owens notamment. Voilà, on n'en a pas eu plus que ça. Du coup, le scénario, je l'ai trouvé un peu pourri, il continue en fait à jouer sur des erreurs d'arbitrage. Moi j'en ai un peu ras le cul en fait, parce que c'est toujours la même chose. Ça fait 2 mois, 3 mois qu'on nous fait chier avec notamment Kevin Owens, parce que ça avait commencé avec bien avant le heel turn
de Sami Zayn, avec Owens qui se faisait toujours arnaquer par Shane, et du coup il se sentait persécuté par Shane, Kevin Owens, il se plaignait à chaque fois, et puis il y a ce match à Hell in a Cell, le heel turn de Zayn, et ça a continué derrière, c'était un peu la guerre contre Shane, et puis bien sûr Bryan qui s'est mêlé aussi de tout ça, et d'ailleurs du coup quid de Shane, quid de Bryan, puisqu'ils ne sont même pas intervenus dans le match. On aurait pu quand même penser logiquement qu'ils allaient avoir une intervention, une incidence sur le match. Aucune. On n'a pas vu Bryan du match. Shane, on l'a donc vu juste en backstage, juste après. Que dalle. Donc, un peu surpris. Et donc, cette fin pourrie, donc encore une erreur d'arbitrage, mais ils vont nous la faire combien de fois, celle-là? C'est ça qui m'énerve. Ils ont joué trop là encore la facilité. La WWE, aucune originalité. Donc avec cette fin de match un peu pétée, avec, alors c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais peut-être une double lecture. Hein, si on regarde bien les images, j'ai hésité. Hein, je vous donne mon petit point de vue. Hein, si ça se trouve c'est complètement n'importe quoi, mais en regardant les images, hein, tout doucement, on ralentit, on voit Zayn. Donc on l'a vu, il essaie de faire le changement dans le vide. Ok, il essaie de faire le changement dans le vide. Mais j'ai une autre lecture. On a l'impression que Zayn, en fait, il laisse tomber volontairement le changement. Vous savez, comme quelqu'un qui dit bon allez, j'en ai ras le cul. Allez quoi. Vous voyez, de donner un coup dans le vide comme ça. Allez, j'en ai ras le cul. Allez, cassez-vous quoi. Et j'ai l'impression qu'il a fait un peu ça. Après, c'est juste peut-être une vue de l'esprit, mais on a l'impression qu'il jette tout, quoi, il abandonne, allez, ta gueule, quoi, casse-toi. Il donne un coup dans le vide, comme si il jetait aux orties volontairement le match, et du coup, il se dit, bon, allez, on s'en fout, on abandonne, et du coup, il dit, allez, va te la, voilà, en gros, fous là où je pense ton changement, et en quelque sorte, j'ai l'impression que c'est une espèce de trahison de Zayn envers Owens, qu'il abandonne volontairement le tag, pour justement provoquer ce qui allait arriver ensuite, l'intervention d'Owens, puis du coup une victoire de Styles qui de toute façon n'est pas légale, mais en tout cas qui permettait de ne pas gagner les titres. Alors après c'est peut-être un peu tiré par les cheveux ce que je vous raconte, voilà, on va peut-être le mettre entre parenthèses, mais au ralenti on a l'impression qu'il laisse tomber un peu son tag, donc c'est ça qui donne cette impression bizarre. Mais bon, je dois me tromper, hein, mais comme on entend beaucoup parler d'un Zayn Styles, d'un Zayn Owens pardon à WrestleMania, je me suis dit peut-être qu'ils vont commencer à vouloir foutre la zizanie, peut-être que du coup il y aurait un petit début de dissension, de trahison de Zayn. Faudra voir les développements. Le prochain SmackDown on nous en dira peut-être davantage. Je pense que je me trompe. Hein. Pense que je me trompe. Peut-être que ça va aboutir à un 2 contre 2 contre Shane et Bryan, hein, entre Zayn, Owens et Shane et Bryan à WrestleMania. Hein, pourquoi pas, puisque Styles maintenant qui conserve son titre, il va partir vers autre chose. Donc je pense qu'à WrestleMania, ça va jouer entre ces quatre-là. Il va falloir faire un truc entre ces quatre-là. Il n'y a pas le choix. Donc il n'y a plus beaucoup de possibilités. En ce qui concerne la notation du match, c'est très décevant ce match. Très ordinaire, pas original du tout, fin de match pété, la facilité, il n'y a pas eu grand chose, on n'a pas eu du grand Styles, mais c'est pas de sa faute. Ce match handicap était chiant, et puis la stipulation, de toute façon, voilà, moi j'avais pas envie de voir un 2 déco champion, et c'était très bien de ne pas les avoir eu. Hein, mais de toute façon j'étais assez confiant quant au résultat. La note, 6 sur 10, je donne pas plus de 6 sur 10. Et encore je suis généreux. Ça, c'est un opener mais de piètre qualité, ils se sont pas foulés quoi. C'est surtout ça qui m'énerve. Allez, on va passer au match suivant. Match tag team de SmackDown entre Shelton Benjamin et Chad Gable et les champions, les Usos, hein, donc pour les titres par équipe de SmackDown. Alors en ce qui concerne le match, hein, il y a eu deux moments. Moi personnellement, où j'ai cru que le match allait se conclure par un point, un tombé. C'était d'abord
le pay alert de la part de Shelton Benjamin, qui finalement n'a pas permis à son équipe de prendre un point. Il y a eu un kick-out, j'ai été étonné. Et dans l'autre sens, les Usos qui tentent un splash de Jay avec Jay Uso, hein, et sur Chad Gable qui arrive à se relever. Donc là, j'étais un peu surpris. Donc le score était toujours de 0-0. Et finalement, un peu de temps après, les Usos prennent le premier point avec un double super kick, hein, directement sur la gueule de Chad Gable. Donc 1-0. À ce moment-là, franchement, je me suis dit, bon, Gable Benjamin, ils vont égaliser, et ils vont revenir dans le match, et ils vont s'imposer. Mais déjà, égalisation normale. Et en fait, pas du tout, puisque on a Gable et Benjamin qui semblent avoir l'avantage, hein, notamment après une belle manœuvre, hein, un combo à l'extérieur du ring, hein, reverse bulldog powerbomb, hein, de la part de Shelton Benjamin et de Chad Gable. Et en fait, c'est Jay Uso, hein, qui est remonté dans le ring, hein, par leurs adversaires. Et du coup, Chad Gable veut monter sur la troisième corde. Et en attendant, Benjamin a fait le tag, et il se fait surprendre par un petit paquet très rapide de la part de Jey Uso. Donc du coup, Gable n'a pas le temps de sauter, hein, de faire sa manœuvre de la troisième corde, et ça se termine comme ça, sur un 2-0, victoire des Usos en gros un petit quart d'heure, clair, net et précis. 2-0, un sweep, c'est une grosse surprise. Franchement, c'est une grosse surprise, parce que comme je vous l'avais dit, on sentait que ça montait en puissance pour Chad Gable et Shelton Benjamin, qui s'était déjà fait, on s'en souvient, avoir, enfin avec cette erreur d'arbitrage. Du coup, ils pensaient avoir gagné, on leur a enlevé les ceintures finalement. On sentait qu'ils se rapprochaient des titres. Et pour moi, c'était bien de changer un peu, d'avoir un peu de nouvelles têtes, de nouveaux champions, ça aurait fait du bien. Et en fait, non, en fait, on garde les Usos. Et en plus, comme je vous avais dit, ça avait, je pense, quand même son importance. Jey Uso s'était fait prendre en conduite en état d'ivresse, hein, il y a quelques jours. Donc je me suis dit, bon, il va y avoir une sanction, quoi. Et même pas du tout. Les Usos, en fait, on a l'impression qu'il y a une immunité, quoi. Ils peuvent, c'est incroyable. En fait, du coup, tu peux te prendre en conduite en état d'ivresse, tu te fais pas sanctionner, il y a pas de problème. Par contre, des gars comme Revival, voilà, du coup, on sait pas trop. Ils se prennent, ils disent, voilà, quelque chose qui plaît pas. Alors voilà, on est des catcheurs professionnels et puis du coup, ils se font humilier à Raw 25. Encore heureux qu'ils aient quand même gagné dans le kick-off. Mais faut voir après la suite, hein. Enzo Amore, il s'est fait virer, hein, pour tout ce qu'il a fait à l'extérieur. Mais je suis désolé, conduite en état d'ivresse, c'est même une suspension, quoi. Et non, pas du tout. Ils gardent leur titre, et en plus, ils gagnent le match 2-0. Pas de problème. Ok. En ce qui concerne le match, 6 sur 10, c'est comme le précédent, en fait. Le minimum syndical. Le match partait pour pas être trop dégueu, on avait des belles manœuvres, hein. Gable et Benjamin, j'ai bien aimé leur jeu en tag team, ils étaient plutôt pas mal, il y avait quand même des bonnes combinaisons. Les Usos, un peu filou, on va dire, toujours virevoltant et filou, quoi, mais avec beaucoup de super kick, hein, c'est leur spécialité, hein. Mais surtout beaucoup de malice, comme on atteste leur tombée finale. Mais c'était encore la facilité et pour un 2 out of 3 falls, quoi. Tu fais quand même un peu de suspense. Tu peux faire un 2-1. Qu'est-ce qui les empêche de faire un 2-1? Le manque de temps. Je toute notre gueule. T'as 4 heures de show. Tu peux le faire le 2-1. Faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est bon, quoi. Tu peux prolonger le match de 5 minutes. Voilà, et faire un 2-1, c'est bon. Là, je vois pas ce qu'ils peuvent faire maintenant. Et ils vont mettre quoi, les Bludgeon Brothers, et c'est tout, quoi. Maintenant, tu fais quoi avec Gable et Benjamin maintenant? Ils peuvent plus être champions. Enfin, en tout cas, pas pour le moment. Tu vas les sortir de la course, alors que c'est une équipe encore récente. C'est un peu bizarre. Parce que quand bien même, hein, cette fin de match est un peu surprenante, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, il n'y a pas d'erreur de tag, hein, j'ai vérifié. On nous a pas refait le coup de Owens Zayn. Là, il n'y a pas eu de problème, hein. Il n'y a pas eu de problème. C'était clean. Et
les deux hommes qu'on a eu au final étaient légaux, hein, donc il peut pas y avoir de plainte de la part de Gable et Benjamin, donc un 6 sur 10 pour ce match assez décevant quand même au final. On va passer maintenant au match suivant. Et bien encore une surprise de booking puisque c'est déjà le Royal Rumble masculin. Alors là c'est énorme surprise parce que pour moi c'était le main event, assurément. Donc on se dit bon bah, ils vont mettre quoi? Ils vont mettre les filles, ils vont mettre le triple threat. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Assez étonné, c'est déjà le Rumble masculin. Est-ce que c'est même déjà arrivé d'avoir un Rumble aussi tôt dans un Royal Rumble justement? Alors c'est vrai qu'il y a les filles maintenant, donc il faut équilibrer les choses, mais commencer par les hommes, c'est quand même quelque chose. Et on a appris, alors quelques minutes avant, hein, et ils sont bien gardés de nous le dire, la WWE nous a appris que finalement les deux vainqueurs des Rumble, hein, que ce soit masculin ou féminin, allaient pouvoir affronter les champions de leur choix. Donc ça change absolument tout, les pronostics. Enfin, ça peut tout bouleverser. Donc forcément, se disant ça, ça peut forcément nous conduire à beaucoup plus de possibilités. Imaginez. Donc on apprend ça à quoi pendant le kick-off on a appris ça. C'est quand même dingue. C'est dingue d'apprendre ça au dernier moment. Je pense que c'était fait exprès. Mais du coup ça perturbe tout. Ça rebat complètement les cartes. Et donc évidemment ça relance encore plus le suspense, hein, puisqu'il y a quand même plusieurs noms qui ont été annoncés. Mais du coup ça peut ouvrir des perspectives. Donc à ce moment-là on est quand même assez interloqué par cette règle de dernière minute. Allez, c'est parti, je vais essayer de vous narrer ça très rapidement, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, hein, forcément, c'est le Rumble. Alors c'est parti avec le numéro 1, Rusev, sous une grosse pop, hein, évidemment, hein, Rusev Day, quoi. Rusev Day. En 2, Finn Balor. Donc ça a été un duel du coup entre Rusev et Balor. En 3, Rhino, un peu surprenant, hein, pourquoi pas. En 4, Baron Corbin, et Corbin qui élimine Rhino très rapidement, mais Balor élimine Corbin tout de suite après. Hein, mais Corbin, comme à son habitude, hein, s'énerve et s'en prend à Balor, puis porte un End of Days sur Rusev, puis est évacué par les officiels. Donc encore une belle sanction, hein, sur Corbin. Décidément Corbin, on ne sait pas. Un coup on croit qu'il est pushé, puis en fait un autre coup, en fait il est complètement enterré. Donc là il est à nouveau sur une très mauvaise pente, Corbin, et je ne sais pas ce qu'ils veulent faire de lui. En 5, Heath Slater, hein, qui sera un peu le fil rouge de ce Rumble. Il reçoit un clothesline, hein, de Corbin sur la rampe, hein, puisque Corbin était en train d'être évacué. Hein. Il reçoit donc un clothesline de Corbin assez violemment. Il reste au sol. Tout le monde est à l'extérieur à ce moment-là. Hein. Rusev, Balor et donc Slater qui est sur la rampe. En numéro 6, Elias, hein, qui fout au passage un coup de pied à Slater et qui chante une chanson seul sur le ring, hein, avec sa guitare en plein Rumble. C'était une bonne idée et j'envisageais d'ailleurs ce concert. C'était forcément une chose évidente à faire. J'aurais bien vu d'ailleurs un duo avec Aiden English, hein, mais ils ne l'ont pas fait malheureusement. En 7, le temps s'écoule déjà. Et Elias ne peut pas finir sa chanson comme d'habitude. Et c'est Andrade Cien Almas qui arrive, hein, grosse surprise. Jamais le champion NXT en titre, hein, ne s'était pointé au Rumble comme cela. Grosse pop du public en tout cas, et à nouveau un petit coup de pied sur le pauvre Slater au passage. En numéro 8, Bray Wyatt, hein, qui en profite pour projeter Slater contre la barricade. C'est un peu donc le running gag de ce Rumble, et peut-être l'entrée d'ailleurs la plus longue jamais vue pour un catcheur, hein, avec Slater, puisqu'il n'a jamais il n'a toujours pas pu monter sur le ring, alors que ça faisait déjà 4 minutes 30 à ce moment-là qu'il était déjà arrivé. Wyatt fait place nette sur le ring et porte un gros clothesline à Balor, puis empêche plusieurs fois Rusev de monter sur le ring. Biggie arrive en numéro 9 et fout des pancakes dans la bouche de Slater, hein, toujours inanimé près du ring. En 10, évidemment, Tye Dillinger, ils l'ont fait. Pour la deuxième année consécutive, Tye Dillinger en numéro 10, c'était logique. J'étais évidemment très content, mais malheureusement, il ne vient pas, il n'arrive pas sur le ring et il se fait en fait attaquer en coulisses par Kevin Owens et Sami Zayn. Pourquoi Tye? On le saura peut-être à SmackDown, mais c'est quand même triste pour Tye. Surtout qu'on le voit plus beaucoup, donc lui briser son opportunité, ils auraient pu le faire quand même avec quelqu'un d'autre, hein, c'est quand même triste. Et Zayn grille la politesse quand même à Owens, hein, et monte sur le ring.
du coup, alors qu'il n'était même pas prévu, bien sûr, initialement. Avec à nouveau du coup un petit coup pour Slater au passage à nouveau, mais mine de rien la théorie dont je vous parlais sur Zayn qui trahit Owens est peut-être la bonne finalement, puisque lorsque l'on voit la tête déçue d'Owens, que lorsque Zayn lui a grillé la politesse pour monter sur le ring, finalement ça a peut-être du sens. On verra, j'ai hâte de voir la suite. Mais in kayfabe, étant donné la blessure d'Owens, il était diminué, on le sait. Ça paraît donc logique que Zayn monte sur le ring à la place d'Owens, afin qu'il soit préservé. En numéro 11, Sheamus, qui d'ailleurs remet gentiment Slater sur le ring, le public était content. Et grosse surprise, puisque dans la foulée, Slater en profite pour éliminer sur le champ Sheamus. Ça c'est la grosse surprise, avec un gros clothesline, et donc une grosse sensation, ça m'a bien fait rire. C'était d'ailleurs je crois l'élimination la plus rapide, celle de Sheamus. J'ai trouvé ça génial d'avoir fait ça, surtout après tout ce que le pauvre Slater avait reçu sur la gueule. Et donc c'est bien qu'on puisse le récompenser avec cette élimination surprise sur Sheamus. Mais malheureusement, juste dans la foulée, alors qu'il est en train de célébrer, Wyatt lui porte un Sister Abigail et l'élimine. Mais en tout cas, j'aurais bien aimé tout ce passage avec Slater du début à la fin. Ça aurait été une belle exposition pour lui, alors qu'il n'est qu'un simple jobber, et tout le monde n'a pas le droit à ça dans un Rumble, c'est quand même pas mal. En 12, Xavier Woods arrive sur le ring. En numéro 13, Apollo Crews, le public en a rien à foutre. En numéro 14, Nakamura, l'un des grands favoris qui hérite du numéro maudit, c'est un peu historique. Attention à lui, et il arrive d'ailleurs à éliminer Sami Zayn d'un coup de genou, et à vrai dire ça m'a rassuré, car j'avais peur du scénario de Zayn vainqueur, avec Shane et Bryan qui arrivent en fin de match pour se disputer sur le fait que Zayn n'était pas un participant officiel. Heureusement, on a évité ce scénario, ça aurait été le pire, je pense, de faire ça. En numéro 15, Cesaro, dans l'indifférence générale, ça m'a un peu surpris d'ailleurs. En numéro 16, Kofi Kingston, dont j'attendais avec impatience le sauvetage miracle. Cesaro élimine ensuite Apollo Crews d'un European Uppercut, après un bon petit duel entre les deux. Du coup, les trois New Day sont sur le ring, c'est à noter. 17ème, Jinder Mahal, qui fait tout de suite face à Xavier Woods, celui que Mahal a battu en demi-finale du tournoi pour le titre US, faut-il le rappeler. Et d'ailleurs, Mahal élimine rapidement Xavier Woods d'un body drop. Big E veut alors bien sûr se venger son pote, mais se fait également sortir par Mahal d'un super kick, ce qui est déjà plus surprenant. À ce moment-là, d'ailleurs, un peu surpris, dans une petite incohérence scénaristique, mais j'ai pas compris pourquoi Kofi n'a pas essayé de venger ses deux potes dans la foulée, comme Big E venait de le faire. Ils ne l'ont pas fait, c'est un peu bizarre. En 18ème position, Seth Rollins, qui était plus ou moins attendu, même s'il est en équipe, mais ça ne l'empêchait pas de venir. Et il élimine d'ailleurs Cesaro d'un super monkey flip, une planchette japonaise si vous préférez. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas la première fois que je vois ça, une telle élimination au Rumble après une telle manœuvre. En tout cas, c'était original. Mahal finalement élimine Kofi, enfin le croit-on, puisque seul son pied gauche touche le sol, alors que son pied droit touche le torse de Xavier Woods, qui était resté allongé à l'extérieur. Puis Big E pose alors un plateau de pancakes par terre pour que Kofi pose son pied dessus et évite l'élimination. Voici donc le nouveau sauvetage miracle de Kofi, et à vrai dire j'étais persuadé qu'il y aurait une histoire de pancakes liée à son sauvetage miracle, puisque c'était quelque chose qu'on voyait de façon récurrente avec les New Day ces derniers temps, tous ces pancakes. Donc j'avais pensé éventuellement à une implication comme ça avec les pancakes pour le sauvetage miracle de Kofi. Ensuite, Mahal tente d'empêcher Kofi justement de monter sur le ring, mais Big E et Woods lui font la courte échelle, et Kofi arrive à monter sur le ring en sautant par-dessus Mahal, c'était bien cool comme moment, et Kofi arrive même à éliminer Mahal avec un Trouble in Paradise, se faisant ensuite recouvrir de pancakes par Woods et Big E au passage. Mais Almas enchaîne avec un Hammerlock DDT sur Kofi, et élimine donc Kofi Kingston, donc les trois New Day sont alors éliminés. En numéro 19, Woken Matt Hardy, qui fait évidemment rapidement face à Bray Wyatt, mais Rusev s'en mêle, et il n'aurait d'ailleurs pas dû, puisque Hardy et Wyatt font alliance et éliminent tous les deux Rusev, ce qui bien sûr n'a pas plu au public, qui était à fond derrière lui à scander Rusev Day depuis le début du Rumble. À ce moment-là, c'est donc Balor, qui était arrivé en deuxième position, qui devient le lutteur ayant passé le plus de temps sur le ring, puisque Rusev était donc numéro 1. Wyatt pousse même Almas dans les bras d'Hardy, qui porte un side effect sur Almas.
On a l'impression à ce moment-là que les deux pourraient même former une belle équipe, hein, ce qui est d'ailleurs une idée que j'avais en tête depuis quelques temps. On verra ce qui se passera. Peut-être que c'est une chute qui va se transformer en tag team. Ce serait pas la première fois qu'on voit ça. Finalement, Hardy et Wyatt s'auto-éliminent en se combattant l'un à l'autre. C'est un peu dommage, mais c'était prévisible. John Cena arrive en numéro 20. En bonne place donc, et il se fait brutaliser d'entrée par tout le monde avec Almas, Rollins, Balor, Nakamura et Elias, son nouveau rival. Et évidemment, dans la foulée, Cena élimine Elias, ce qui était quelque chose donc auquel j'avais également songé, ça paraît logique au vu de leur feud actuel. En numéro 21, une grosse surprise avec The Hurricane, et oui, la grosse blague, personne, mais absolument personne n'y aurait songé à ce moment-là. Mais évidemment il se fait tout de suite éliminer par Cena de la même façon qu'avec Elias, c'est-à-dire juste un simple Fireman's Carry. Mais franchement, ils auraient quand même pu trouver autre chose quand même. C'est carrément voler le spot de quelqu'un, faut pas déconner quand même. The Hurricane, comme si ils étaient en train de racler les fonds de tiroir pour trouver quelqu'un de disponible. Faut pas pousser quand même. The Hurricane, quoi. N'importe quoi. En numéro 22, The Hidden English. En numéro 23, Adam Cole, Baby. Et oui, grosse surprise. Ça, franchement, je m'y attendais pas. Et il est arrivé d'ailleurs avec un gros bandage aux côtes, suite à son Extreme Rules match de la veille à TakeOver face à Aleister Black, bien évidemment. Donc il est arrivé vraiment avec ses côtes mal en point. English chante Rusev Day perché sur une corde, mais se fait du coup alors éliminé par Balor. Il a pris un peu un risque. En 24e position, Randy Orton, le tenant du titre, qui hérite d'une très belle place et place d'ailleurs un très beau RKO sur un springboard tenté de très loin par Almas. Orton élimine alors Almas dans la foulée. En 25e position, Titus O'Neil dans l'indifférence générale et même dans les huées, sous les huées du public. En numéro 26, The Miz, qui enchaîne directement avec ses yes kicks sur John Cena et Seth Rollins à la fois, excusez du peu. Il arrive même à éviter un double A de Cena pour lui porter un Skull Crushing Finale. En 27e position, Rey Mysterio. Et oui, le grand retour de Rey Mysterio, je l'avais senti venir à vrai dire. Ça faisait partie des grands noms, des noms que j'avais en tête, tout simplement car je le vois bien arriver comme New GM de 205 Live, puisqu'on annonce un nouveau GM cette semaine. On verra bien si ça va arriver ou pas. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Et puis en plus, le public a bien mieux réagi à son arrivée que la fois où il était arrivé en numéro 30 il y a quelques années, alors que tous les fans attendaient à ce moment-là Daniel Bryan. Mais comme c'est pas arrivé, évidemment, le public était très déçu et Rey Mysterio avait été bien sifflé. Il arrive même d'ailleurs, Rey Mysterio, à éliminer Adam Cole grâce à un Head Scissors et ensuite porte un 619 au Miz. En 28e position, Roman Reigns, un autre gros favori qui n'aura pas hérité du numéro 30 cette fois-ci, et tant mieux, mais il a quand même chopé un super bon numéro. Le duel avec le Miz qui vient de lui prendre son titre intercontinental de façon contestable est bien sûr inévitable. Reigns élimine alors Titus O'Neil et il a ensuite d'éliminer le Miz avec mais le mistourage arrive à le sauver, ce qui occasionne du coup un Superman Punch de la part de Reigns sur Axel et Dallas à la fois qui tombe directement au sol. Rollins porte un curb stomp sur le Miz et fait face à son frère Roman Reigns. Finalement les deux collaborent en mode shield avec un double powerbomb sur le Miz qui se fait alors éliminer. Reigns alors trahit Rollins et l'élimine sans état d'âme. Déjà 3 éliminations pour Reigns qui devient déjà celui qui aura éliminé le plus de lutteurs du match alors qu'il venait tout juste d'arriver. Du coup il y a un regard et un sourire lancé par Reigns à Rollins et vice versa. Donc il n'y a pas de heel turn, voilà, c'est chacun pour soi, on le sait, il n'y a pas de conclusion à tirer de cela. En 29e position, grosse surprise avec Goldust, on se demande pourquoi lui, surtout en avant-dernière position, quand même, qui est une position très importante et stratégique dans un Rumble. C'est peut-être, je me suis dit, un petit cadeau d'avant de pré-retraite, peut-être que c'était dans ce but-là. Et enfin, le numéro 30, le gros numéro 30, tellement attendu chaque année au Rumble, c'était mon vœu, mon favori, Dolph Ziggler. Oui, ils l'ont fait. J'étais vraiment très content pour lui, que ce soit Dolph Ziggler, puisque c'était l'un de mes gros favoris. À partir du moment, en plus, où il n'a pas affronté Bobby Roode pour le titre US, c'était évident pour moi qu'il participerait à ce Rumble pour son grand retour.
et du coup j'étais vraiment très content. Il élimine d'ailleurs Goldust d'un super kick, ce qui paraissait évident, c'était évident que Goldust ne resterait pas longtemps. Ziggler porte ensuite un zigzag sur Nakamura. Malheureusement, Balor surgit de nulle part et élimine déjà Ziggler. Donc une grosse déception personnelle à ce moment-là, car Ziggler, pour moi, donc comme je vous le disais, c'était l'un de mes gros favoris. J'étais vraiment déçu qu'il parte déjà, surtout avec le numéro 30. Et puis, le fait de lâcher sa ceinture, de s'absenter pendant un moment, j'ai vraiment pensé qu'il y aurait quelque chose d'énorme d'annoncer, une grosse storyline pour Ziggler, peut-être une course vers le titre. J'étais vraiment très déçu. Alors peut-être que c'est pas fini, il y a encore Fastlane, mais je suis quand même très déçu d'une prestation pareille, surtout avec le numéro 30. Vraiment très déçu pour Ziggler. Ensuite, après l'élimination donc de Ziggler, du coup Balor rejoint Reigns avec 3 éliminations chacun. Il reste alors 6 grands noms d'ailleurs sur le ring. Sinon, Balor, du coup, Nakamura, Reigns, Cena, Orton et Rey Mysterio. On a alors un match 3 contre 3 entre 3 anciens, Cena, Orton et Rey Mysterio, et un peu la relève, si on peut dire, Balor, Nakamura et Reigns. Donc un bon petit clin d'œil de la part des scénaristes, c'était bien vu ce scénario-là. C'était pas mal. Cena porte alors un double A sur Finn Balor, Rey Mysterio un 619 sur Roman Reigns et Orton un RKO sur Nakamura. Donc les 3 vétérans prennent donc à ce moment-là l'avantage, mais Orton tente un RKO sur Cena et Reigns en profite en éliminant Orton. Et oui, Orton éliminé, le tenant du titre, qui ne gagnera donc pas son du coup pour la 2e année de suite, ce qu'avait réalisé par exemple Stone Cold. Et donc à ce moment-là, Reigns devient leader avec 4 éliminations dans ce Rumble. Rey Mysterio en profite alors avec un chassé sur Cena et Reigns à la fois et enchaîne avec un double 619, mais Balor, en opportuniste qu'il est, élimine malheureusement Rey Mysterio et revient donc à égalité avec Reigns avec 4 éliminations chacun. On tient alors notre Final Four, Balor, Nakamura, Cena et Reigns, 4 gros favoris des parieurs. Reigns et Cena, le passé et le futur face à face, se toisent devant le logo WrestleMania. Le public crie you both suck, et Balor et Nakamura attaquent alors les deux sous une grosse pop. On a alors cette fois-ci un duel entre les 2 anciens du Bullet Club, décidément il y a beaucoup de clins d'œil dans ce Rumble match. Cena et Reigns finalement reviennent dans le match et font s'écrouler Nakamura et Balor. À nouveau le duel entre l'ex-visage et le futur visage de la compagnie. Les chants You Both Suck résonnent à nouveau. Et finalement, Cena arrive à éliminer Finn Balor sous la bronca du public. Balor aura tout de même été le marathonien de ce Rumble en tenant pratiquement 58 minutes, exactement 57 minutes 39, j'ai noté. C'est colossal, et je crois même que c'est le record de Mysterio qui est battu à ce moment-là. Je crois qu'il avait tenu à peu près pareil, mais 57 minutes, il me semble que c'était les mêmes minutes, mais à quelques secondes près, je crois que le record est battu, si je ne me trompe. Il reste alors 3 gros favoris des parieurs, donc Nakamura, Cena et Reigns. À ce moment-là, c'est du 2 contre 1, Reigns et Cena contre Nakamura, comme si Reigns et Cena étaient un peu soudain devenus des heels. Mais Cena porte un 5 knuckle shuffle sur Reigns, mais se fait cueillir ensuite par un Superman Punch. Reigns tente alors un spear sur Cena, mais se fait contrer par un double A. Et ensuite, Nakamura crée l'exploit en éliminant Cena d'un petit Kinshasa là. Et grosse performance. Du coup, on se retrouve sous la grosse pop du public qui évidemment prend fait et cause pour Nakamura. Et c'est donc la finale entre Reigns et Nakamura. Nakamura tente un Kinshasa sur Reigns, mais se fait cueillir par un spear. Mais au final, alors que Reigns se projette dans les cordes pour probablement tenter un spear, il se fait contrer par un gros kick de Nakamura et qui capitalise derrière en éliminant Reigns pour la victoire finale. Donc victoire de Nakamura, grosse victoire. Lui qui était donc le gros favori du match, et de plus en plus d'ailleurs dans les pronostics, chez les parieurs avant le match, il était devenu de plus en plus favori. Et c'est le match que tous les fans attendent. C'est le match face à Styles à WrestleMania, puisque d'ailleurs Renee Young lui demande, l'interview sur le ring juste après, lui demande quel choix il va faire, et finalement Nakamura dit qu'il répond AJ Styles, sans surprise bien entendu. Du coup, ça m'étonne un peu qu'il ait déjà annoncé son choix, puisque
il y aura quand même beaucoup de temps hein, avant WrestleMania. Il y aura Fastlane en plus entre temps, et du coup le champion pourrait très bien changer de visage à ce moment-là, d'identité. Mais j'y crois pas trop personnellement, mais bon. Mais du coup c'est vrai que le fait d'annoncer déjà ça peut spoiler carrément le main event de Fastlane quoi, avec 1 mois d'avance, 2 mois d'avance. C'est un peu dommage. Je suis un peu surpris en fait. On verra bien, hein, peut-être que ça va changer, hein. Peut-être que les plans vont changer, on verra bien. En tout cas, le numéro 14, on peut le dire, n'aura pas été maudit cette fois-ci, ça on peut le dire, donc avec cette victoire de Nakamura. Donc finalement un choix logique, hein, un peu comme Orton l'année dernière, qui était gros favori dans les derniers jours, et donc il a emporté, et c'était pareil pour Nakamura, du coup, qui était vraiment dans les favoris ces derniers jours, le gros favori, et ça s'est confirmé. Une petite évaluation du Rumble. Au final, il aura été quand même très long. Je me demande si c'est pas le Rumble le plus long de l'histoire, hein, puisqu'il aura duré à peu près 1h05, entre 1h05 et 1h06. C'est énorme, plus d'1 heure de Rumble. Probablement le plus long, hein. J'ai pas les stats en tête, hein, mais c'est quasiment, je pense, ou si ce n'est le plus long Rumble. Je l'ai bien aimé. Par rapport à l'an dernier, je l'ai bien aimé, parce qu'il y a quand même un effort au niveau du scénario. Des petites histoires qu'on nous raconte. La petite feud, par exemple, entre Cena et Elias, entre Matt Hardy et Bray Wyatt, le petit face-à-face entre Reigns et Rollins, les petits duels comme ça entre Cena et Reigns, entre Nakamura et Balor, juste avant le 3 contre 3 entre les 3 anciens, les 3 vétérans, Rey Mysterio, du coup Orton et Cena contre la relève, Balor, Nakamura, Reigns, c'était tout un symbole. Il y a aussi Elias, du coup, qui chante sa petite chanson, du coup, et qui du coup tout tourne autour de Slater, qui a un petit fil rouge hein, à un moment donné de running gag, et du coup ça aussi c'était marrant, et du coup on le récompensé derrière quand même avec cette élimination express sur Sheamus. Donc il y a quand même eu des petites choses très sympas. Voilà, j'ai moins aimé ce qu'ils ont fait à taille évidemment. Pourquoi lui, encore une fois, lui qui avait déjà une très faible exposition à SmackDown, on l'empêche de participer à Rumble avec son fameux numéro 10. C'est quand même triste de l'avoir fait sur lui. Ils auraient pu le faire sur Slater par exemple. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Il y a quand même des choses un peu décevantes. Goldust en numéro 29, alors c'est peut-être un cadeau de retraite, possible, mais voilà. Hurricane en numéro 21, faut quand même pas déconner. Des arrivées surprises qui m'ont quand même fait plaisir. Adam Cole Baby en numéro 23, ça c'était quand même sympa. Andrade Cien Almas également, donc du coup la NXT a été bien représentée avec Almas et Cole, donc ça c'est bien. Ils ont été un peu plus mis en avant, ça c'est probablement un choix de Triple H, et puis c'est aussi peut-être je pense pour tous les Smarks et les Marks de Philadelphie aussi, hein, il faut y penser, tout comme Rhino, ça peut être surprenant le choix de Rhino, mais Rhino c'est EC-Dub, EC-Dub c'est Philadelphie, il y a forcément un clin d'œil là-dessus, c'est pas été choisi au hasard, voilà. Mais voilà, en tout cas, les New Day, ce qu'ils ont fait autour des New Day aussi, les éliminations de Biggie, de Woods par mal, et puis derrière le sauvetage miracle de Kofi, voilà. C'est pas grand chose, mais ça a été quand même plutôt bien foutu. Voilà, ça cassait pas des briques, hein, ce Rumble, hein, faut pas exagérer. Mais je l'ai apprécié, et il a rempli son rôle, le rôle principal, le rôle premier d'un Rumble, c'est-à-dire de me raconter une histoire. Et même plusieurs petites histoires. Ça on va dire, ça remplit son rôle à ce niveau-là. Après, sur les suites, peut-être. Alors, sur des petites histoires comme ça qui vont se poursuivre à travers ce Rumble, probablement entre Owens et Zayn. Je vous l'avais dit. Peut-être que finalement ma petite théorie va être vérifiée. Est-ce qu'il va pas y avoir une tension entre Zayn et Owens finalement, et que ça va pas conduire à un match entre les deux à WrestleMania, parce que c'est vrai que du coup Zayn vole un peu un spot à Owens qui avait envie de venir sur le ring, et du coup on va voir si finalement j'avais pas raison avec cette histoire de tag qui n'aurait peut-être finalement pas été qui aurait peut-être été finalement volontairement raté de la part de Zayn. Ça, ce serait très intéressant, et là je serais un génie si c'était la vérité. Voilà, en tout cas,
si je dois donner une note, je vais donner une note de 7,5 sur 10 à ce Rumble. J'ai très bien aimé j'ai quand même, de manière générale, bien aimé ce Rumble. Il m'a bien raconté une histoire, il m'a bien hypé. Il n'y a pas eu un gros star power. Il manque pas mal de monde, hein. Il a manqué le Taker, ce qui était une très bonne chose parce qu'il n'y avait aucune raison que le Taker 1-1 arrive. Braun Strowman aurait pu le faire, mais comme du coup le match de championnat n'avait pas encore lieu, c'est vrai que ça pouvait avoir du sens. Du coup, de ne pas mettre Strowman, idem pour Lesnar, idem pour Kane, hein, bien entendu. AJ Styles étant champion, normal, il participe pas. Du coup, pas de Daniel Bryan aussi, hein, on aurait pu y penser. Pas de Triple H. Pas de Big Cass, c'était normal, il est encore blessé. Dean Ambrose pareil. Pas de Drew McIntyre, je pense aussi qu'il est encore en convalescence. Cassius Ohno, on aurait pu y penser. Kurt Angle, Shane McMahon, Goldberg, voilà, et puis d'autres noms, Kurt Angle, oui je l'ai dit. Enfin voilà, il y avait plusieurs possibilités, mais c'est bien. Ils ont mis à peu près les bons noms, on va dire. Même si voilà, il y a des noms dont on se foutait, mais chaque année il y en a des noms dont on se fout, hein, comme O'Neill, Tatis O'Neill ou Apollo Crews et même Goldust. Voilà, enfin il y a toujours ce genre de personnes, hein, qui viennent boucher les trous. Heath Slater, c'était pareil. Voilà, mais globalement j'ai plutôt bien aimé donc cette histoire qu'on nous a racontée. On va passer donc maintenant au match suivant, donc un match de championnat tag team entre Seth Rollins et Jason Jordan face à The Bar, donc Sheamus et Cesaro. Alors que dire de ce match? C'était très bizarre. Vous aurez sans doute remarqué que l'ambiance était de mort, un silence de mort pendant tout le match, comme si le public, en gros, s'était arrêté au Rumble, avait été, je sais pas, choqué peut-être par la victoire de Nakamura ou par ce qui s'était passé, et que ils avaient décidé que le show s'arrêtait là. Ils n'en voulaient plus, ils voulaient s'arrêter là, et aucune ambiance, aucun chant, alors que le public de Philadelphie était chaud depuis le début, aucun chant, rien, aucune réaction. C'était quand même déjà une ambiance très bizarre déjà. Le déroulement du match était quand même aussi très bizarre. Comme je vous l'avais dit, hein, dans ma vidéo pronostic, Jason Jordan est blessé. Du coup, ils ont trouvé un subterfuge, c'est-à-dire de blesser cette fois-ci dans le match, très tôt Jordan dans le match, c'est-à-dire que Cesaro a empêché à Rollins de faire le tag avec Jordan, et du coup il a retiré Jordan du ring, hein, et il l'a carrément envoyé valdinguer contre le poteau, et du coup Jordan est resté à l'extérieur au sol pendant pratiquement tout le match, ce qui fait que Rollins a été obligé il a resté très exactement 11 minutes à faire tout le match à 2 contre 1. C'était incroyable, et finalement Jordan finit par se relever de peine et de misère, de remonter via les escaliers et à faire de lui-même le changement sur Rollins. Et vu qu'il avait un peu il se sentait pas très bien, il se touche la tête, il se sentait pas bien, il refait le tag finalement. Rollins ne comprend pas, et c'est ce qui a occasionné la chute, hein, de l'équipe, puisque finalement Rollins se fait prendre donc dans une combinaison à deux habituelle, un white noise accompagné de la troisième corde, et victoire tout simplement, hein, c'est Cesaro qui fait le tomber sur Rollins, et finalement victoire en 12 petites minutes, changement de titre en 12 petites minutes, victoire de The Bar. C'était à prévoir. Je vous avais dit que les deux pouvaient gagner, hein, ils pouvaient faire un scénario favorable au duo, au nouveau duo, hein, qui venait de prendre les titres. Donc Jordan et Rollins, c'est faire une équipe dysfonctionnelle. Ils pouvaient continuer là-dessus. D'autant plus que en général, quand on nous vend une équipe dysfonctionnelle et qu'on nous vend des petits pépins, souvent ça peut être dans l'autre sens et nous finalement aboutir à quelque chose qui marche. C'est ce qui est arrivé avec The Bar d'ailleurs. Et finalement ils ont pris l'autre option, c'est-à-dire que ils sont continués finalement à capitaliser sur les problèmes qu'il y a dans cette équipe de Jordan et Rollins, et du coup ils ont redonné les titres à The Bar. Finalement c'était un pronostic que j'avais envisagé, hein, je vous l'avais dit. Tout dépendait de ce qu'ils voulaient faire. Donc finalement, à mon avis, au vu du match, ça va probablement s'envenimer, hein, entre Jordan et Rollins, et peut-être bien
peut-être occasionner un match entre les deux à WrestleMania. C'était, à mon avis, c'est bien parti pour cela, à mon avis. Et ces matchs étaient très bizarres, puisque donc Jordan, étant a priori un blessé, du coup, vraiment pour de vrai, je pense qu'ils, du coup, ils l'ont préservé, et il n'a pas participé au Rumble non plus, hein. Je pense que s'il avait pas été blessé, il aurait participé aussi au Rumble. Et du coup, non. Du coup, il a rien fait. Il n'a rien fait du match. Jordan a tout fait. Donc c'était un match très bizarre. La note, c'est 5 sur 10. 5 sur 10 pour ce match. C'est un match merdique. Jordan, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait un bon match. Hein. Il a fait des bons moves. Il a déployé sa panoplie habituelle. Mais voilà, le match, sans intérêt quoi. Sans intérêt. Match, on va dire même niveau Raw et encore. Dans un silence de mort en plus. Donc tout était bizarre. Donc programmer ce match juste après le Rumble, en fait, c'était la très mauvaise idée. Je pense que n'importe quel match, d'ailleurs, qui pouvait suivre le Rumble, pouvait aussi être une mauvaise idée, en quelque sorte. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir le Rumble match masculin terminer les Rumble, justement, terminer les pay-per-view. Donc avoir une suite, j'ai l'impression que le public en a eu un peu assez. Bref, donc 5 sur 10, je ne pouvais pas en dire davantage. C'était vraiment un match quelconque finalement, banal, dont on avait finalement rien à foutre. Et pourtant, il y avait quand même eu un changement de titre au bout. Match suivant, match de championnat universel, un triple threat match entre Kane, Brock Lesnar et Braun Strowman. Concernant le match, match court à nouveau, à peu près la même durée, hein, je crois à peu près 10-12 minutes, 12 minutes à peu près, hein, comme le match précédent. Et c'est un peu comme les deux premiers matchs, hein, le Gable, Benjamin, Usos et le Styles, Owen, Zayn. C'est-à-dire que la WWE, elle ne se foule pas, elle ne se casse pas le cul. Le minimum syndical, on se contente que vraiment vraiment du peu quoi. C'est-à-dire que on sort des tables, on sort des échelles, des chaises, enfin pas des échelles, il y en avait même pas d'ailleurs, des chaises, des tables. Et chacun porte son finisher très vite. Donc on a eu le running power slam déjà de la part de Braun sur Lesnar directement sur une table. Ensuite on a eu un shock slam de la part de Kane sur Lesnar si je ne me trompe pas. Et on a eu tout de suite après un F5 sur Kane, hein, je crois porté par Lesnar. Tout a été porté très vite. Et après, une fois qu'on s'est rapproché de la tête des commentateurs, oh bon allez, je vais lui porter une prise sur la table des commentateurs. Et paf, donc Strowman finit sur la table. Lesnar soulève carrément une table des commentateurs et ensevelit Strowman dessous. Ensuite, Kane subit la même médecine et prend un F5 carrément de la part de Lesnar sur une autre table des commentateurs qui s'écroule avec un peu de retard. Hein, on a failli avoir un I am the table moment. Ensuite, on retourne sur le ring. Braun tente un running power slam, mais sur Lesnar, mais au lieu de ça, au lieu de tomber, il retente un deuxième. Mais du coup, Kane a eu le temps de revenir avec un coup de chaise sur Strowman qui va à l'extérieur. Kane revient donc sur le ring avec Strowman. Strowman avec Lesnar, pardon. Lesnar pousse Kane, ce qui fait que du coup Strowman retombe à l'extérieur. Et du coup Lesnar en profite avec un F5 sur Kane et victoire 1-2-3. Terminé. Voilà, petit match d'une dizaine de minutes et voilà. Le petit match de merde, c'est pas possible quoi. Le championnat universel paraît tellement inutile, tellement sans valeur. C'est pas possible de voir des matchs comme ça. Le minimum syndical. Voilà, on nous sert une soupe. Voilà, c'est comme c'est un triple threat. Bon, on a le droit quand même à utiliser quelques armes. On a le droit d'utiliser des tables, des GCL, des chaises, tout ce qu'on veut. Une table des commentateurs, on va l'utiliser, hein, on va détruire. Mais le public, en fait, c'est pareil. Je pense qu'il était vraiment pas dedans. Enfin, c'était terminé après le Rumble, en fait. C'était terminé. On n'a pas eu de This is Awesome ou des choses comme ça. Non. Ça se passe pas comme ça, la vie. Donc, en fait, on en a rien à branler, en fait, de ce match, au final. Et puis, en plus, Lesnar, on le sait qu'il va être champion. On sait qu'il va retenir son titre. On sait qu'il va affronter Roman Reigns à WrestleMania.
tout est déjà booké depuis des mois, on le sait. Ça fait presque un an qu'on nous en parle du Roman Reigns Brock Lesnar à WrestleMania 34, on le sait. Donc et puis même l'Elimination Chamber, ça va servir à quoi? On sait déjà que Roman Reigns va le gagner. Donc bref, c'est n'importe quoi. Encore un match booké avec les pieds. Voilà, on arrive vraiment on est dans le creux. On est vraiment dans le creux de ce Rumble. Donc heureusement qu'il y a le Rumble, hein, parce qu'à ce moment-là, heureusement qu'il y a eu ce match, parce que sinon les deux premiers matchs et les deux qui ont suivi, mais c'est de la bouillie, quoi. On en a rien à branler de tous ces matchs, finalement. Donc, enfin, on va passer quand même au main event, donc ça fait plaisir, c'est quand même les filles qui vont faire le main event, parce que c'est quand même un match historique, c'est le premier Rumble match féminin de l'histoire. Mine de rien, on est bien hypé. Donc, on va essayer de faire ça très vite, hein, parce que il y a quand même déjà 1 heure de vidéo. Donc, on va décortiquer tout ça dès maintenant. Alors, en numéro 1, on a Sasha Banks. En numéro 2, on a Becky Lynch. En numéro 3, on a Sarah Logan. En numéro 4, on a Mandy Rose. En numéro 5, premier grand moment avec Lita. Hein, enfin, un premier bon moment dans ce match, hein, parce que le public, ça a enfin permis au public de se réveiller. Et ça a très bien accueilli, ça a été très bien accueilli ce retour, qui était assez attendu des fans, hein, puisqu'on savait qu'elle était présente à Philadelphie. Lita va d'ailleurs éliminer Mandy Rose, hein, pour la première élimination du match. Kairi Sane arrive en numéro 6, hein, en tant que gagnante du Mae Young Classic. Sa participation paraissait logique. Elle a fait, hein, en tout cas, très vite étalage de ses qualités de voltigeuse, hein, durant sa première minute de participation, avec plusieurs sauts de la 3e corde, dont son fameux elbow drop à 2 reprises. Tamina arrive en 7 dans l'indifférence générale, et c'est là que Lita nous fait plaisir avec plusieurs twists of fate et un fameux moonsault de la 3e corde, et provoque ensuite l'élimination de Tamina en baissant la 3e corde. Le public scande alors "You still got it", et il a bien raison. Mais dans la foulée, Becky Lynch en profite pour éliminer Lita et se fait bien sûr siffler, hein, comme si elle venait de faire un heel turn. Mais bon, en tout cas, faut noter une très belle prestation de la part de Lita dans ce Rumble match. Dana Brooke, arrive ensuite en numéro 8 et elle élimine rapidement Kairi Sane. Hein, c'était un moment assez surprenant, hein, j'ai envie de dire. En numéro 9, Tori Wilson, hein, pour son grand retour. Son nom avait pas mal circulé et puis on l'avait vu aussi au Raw 25, donc ça paraissait logique. Et rapidement, elle élimine justement Dana Brooke. En numéro 10, Sonya Deville, qui va très vite éliminer Tori Wilson, qui n'aura pas duré longtemps. En numéro 11, Liv Morgan. En numéro 12, Molly Holly, hein, encore le comeback d'une ancienne, qui attaque fort en éliminant Sarah Logan, ce qui est dommage d'ailleurs, hein, car ça nous prive d'une éventuelle Riot Squad au complet, hein, si Ruby Riot était arrivé un peu de temps après. En numéro 13, Lana, qui arrive bien sûr sous les Rusev Day de la foule, hein, ça fait toujours plaisir d'entendre un peu des chants Rusev Day. En numéro 14, Michelle McCool, hein, dont on se doutait aussi du retour, hein, et qui arrive sous quelques chants Undertaker évidemment, et qui élimine rapidement Sonya Deville, Liv Morgan, Molly Holly et Lana, coup sur coup, hein, devenant celle qui aura éliminé le plus de monde avec 4 lutteuses au total, hein, c'est quand même pas mal pour une ancienne. En numéro 15, donc Ruby Riot. En numéro 16, Excuse me, Vicky Guerrero is back, et oui, petit moment comedy wrestling du match, hein, qui ne durera heureusement que quelques secondes, puisqu'elle se fera tout de suite éliminer par le quatuor Becky Lynch, Ruby Riot, Michelle McCool et Sasha Banks, ce qui porte du coup, ça compte, hein, ce qui porte à 5 le nombre d'éliminations de Michelle McCool au total. 17ème Carmella, hein, qui arrive avec sa mallette, mais qui se fera tout de suite frapper par Vicky Guerrero au passage avec justement sa propre mallette. Donc du coup Carmella n'entrera pas sur le ring tout de suite. En numéro 18, Natalya, qui justement jette son blouson sur Carmella, hein, qui était toujours couché à l'extérieur, et qui, comme par magie, se relève et frappe Natalya contre le rebord du ring, et du coup décide d'entrer sur le ring. Quand même un grand numéro de no-selling, hein, de la part de Carmella, c'était magnifique. En numéro 19, Kelly, hein, dont le nom avait pas mal circulé aussi pour un retour, et qui manque d'ailleurs de se faire vite éliminer par Natalya, mais elle arrive à s'agripper aux cordes. Mais Natalya en revanche parvient à éliminer Michelle McCool, qui aura aussi livré, hein, un beau rumble avec Lita, avec 5 éliminations à la clé, hein, le record à ce moment-là. En numéro 20, Naomi, et après plusieurs Bexploders, Lynch se fait éliminer par Ruby Riot après être tout de même resté 31 minutes sur le ring, hein. Du coup, Sasha Banks devient la marathonienne de ce Rumble.
En numéro 21, Jacqueline, Hall of Fameuse, hein, qui fait son retour également. En numéro 22, Nia Jax, hein, l'une des grosses favorites, qui élimine vite Jacqueline, Kelly et Ruby Riott, et presque Naomi, hein, qui se sauve miraculeusement grâce aux autres lutteuses à l'extérieur. Du coup, elle nous fait un sauvetage à la Kofi Kingston et atterrit sur l'une des barricades. En numéro 23, bon moment aussi avec Ember Moon, hein, encore une championne NXT, hein, après donc à Almas, on a donc l'autre championne NXT, du coup l'autre champion ou championne NXT, Ember Moon, qui arrive et qui est représenté, donc ça c'est quand même, ça fait quand même plaisir. Elle arrive d'ailleurs le bras bien bandé, hein, suite au mauvais traitement subi par Shayna Baszler la veille à TakeOver. Naomi pendant ce temps-là utilise une chaise pour se trimballer jusqu'aux escaliers d'acier et remonter sur le ring, hein. Ça faisait quand même très copier-coller avec Kofi Kingston, mais bon, c'était quand même un moment fun à voir et le public a plutôt aimé. Mais hélas, hein, dans la foulée pour Naomi, elle tente un crossbody désespéré de la 3e corde sur Nia Jax et se fait éliminer dans la foulée, soit déjà sa 4e élimination à Nia Jax. En 24e position, Beth Phoenix, hein, récente Hall of Fameuse, hein, depuis l'année dernière, pour une belle confrontation avec Nia Jax et qui participe mine de rien à son 2e Rumble match, hein, puisque elle avait déjà participé une fois à celui des hommes, hein, avec une mémorable élimination du Great Khali à l'époque. Natalya revient alors aider Beth Phoenix à sortir Nia Jax, mais ne pourront que la projeter par-dessus la 2e corde. Les deux amis se font alors un hug et Natalya bien évidemment trahit Phoenix et l'élimine dans la foulée, en bonne île qu'elle est. En numéro 25, Asuka, donc la grandissime favorite Asuka, qui aura donc bénéficié d'un tirage plus que clément. On a alors droit à un duel sympa, hein, entre Asuka et Moon, l'un des bons moments de ce Rumble, hein, qui rappellera de bons souvenirs de la NXT de l'an dernier. Moon arrive même à lui porter l'éclipse, hein, d'un seul bras, mais son bras meurtri, hein, finalement sera vite utilisé par Asuka pour l'éliminer, hein, en frappant son bras contre la 3e corde, et du coup Moon sort à l'extérieur. En 26, numéro 26, Mickie James. En numéro 27, Nikki Bella pour son grand retour, hein, qui hérite aussi d'un tirage bien favorable et qui élimine Carmella carrément. Donc pas de scénario fou, hein, d'une détentrice de la mallette, hein, qui aurait gagné le Rumble. Ça aurait été quand même drôle à faire. En numéro 28, Brie Bella. Du coup, je n'étais vraiment pas sûr qu'elle participerait, hein, c'est plus une surprise que Nikki. Par contre, hein, j'ai trouvé que c'était un peu trop facile quand même de donner les meilleurs tirages au sort aux sœurs Bella, hein. C'est un peu saoulant quand même, tous ces passe droits là dont les deux sœurs Bella bénéficient. En tout cas, Brie Bella récolte quand même quand même une bonne pop avec notamment les Yes Chants, hein, de la foule, pendant qu'elle multiplie les coups de genoux, hein, dont elle est spécialiste, hein, les coups de genoux à la volée. En numéro 29, Bayley, qui hérite, hein, d'un superbe numéro elle aussi. Et enfin, le numéro 30, tant attendu, il s'agissait finalement de Trish Stratus, hein. Donc son nom faisait partie des noms qui circulaient le plus. Pas de Stephanie McMahon du coup, hein, bien qu'elle était aux commentaires, hein, moi je craignais personnellement qu'elle ne participe quand même, ce qui est tant mieux d'ailleurs, qu'elle ne participe pas. Stratus, hein, montre très vite qu'elle n'a rien perdu de sa superbe, hein, notamment avec un double Stratusfaction sur les Bella Twins, hein, puis un Head Scissors sur Bayley. Elle se confronte alors à Mickie James, hein, pour un bon petit duel old school, hein, qui a bien fait réagir la foule, et c'est Stratus qui a le dernier mot au final et qui élimine Mickie James. Nia Jax revient alors sur le ring et tout le monde cherche à s'en prendre à elle, mais elle dégage tout le monde avec beaucoup d'autorité. Donc c'est vraiment la femme à abattre dans ce Rumble. Mais ce sont finalement toutes les filles qui s'allient pour éliminer Jax, hein, ce qui est un gros morceau en moins, hein. Donc tout le monde élimine Jax. Banks surprend alors dans la foulée Bayley et l'élimine. Donc peut-être le fameux heel turn, hein, de Banks, hein, qui va peut-être finalement arriver depuis le temps qu'on l'attendait, on verra bien. Stratus élimine alors Natalya et se confronte à Sasha Banks, hein, qui finalement prend le meilleur sur Stratus et l'élimine en la narguant un peu, ce qui pourrait d'ailleurs confirmer un peu plus, hein, son début de heel turn, hein, ça reste donc à confirmer. Il ne reste donc plus que Asuka, Banks et les Bella Twins. Banks se fera surprendre ensuite par les Bella Twins et se fera éliminer alors qu'elle tentait sa descente des genoux sur Asuka. Surprise ensuite avec Nikki Bella qui élimine sa propre sœur après avoir porté son TKO sur Asuka. C'est donc la finale déjà entre Asuka et Nikki Bella. Et finalement, Asuka
fait passer Nikki par-dessus la troisième corde, même si elle se sauve hein, dans un premier temps, mais conclut le travail avec une petite ruade des deux pieds qui déséquilibre Nikki Bella. Victoire d'Asuka donc. Finalement la logique a été respectée et le fait de l'avoir érigée depuis des jours hein, en grande favorite n'aura finalement pas été suspect, parce que c'était un peu ce que je pensais. Ça me paraissait trop évident. Et finalement, la WWE a eu les couilles quand même de faire gagner 2 Japonais. Je ne pensais vraiment pas, je l'avais dit, hein, je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient le faire. Je pensais que ça allait être l'un ou l'autre, mais les deux à la fois, je n'y croyais vraiment pas. Donc c'est bien quand même d'avoir osé faire gagner 2 Japonais. En ce qui concerne les filles, bah, c'est bien, hein, parce que Asuka c'est quand même quelqu'un qui représente quelque chose, hein, qui est invaincu à la WWE, qui est invaincu à la NXT. Donc c'est quand même tout un symbole, et c'est bien d'avoir fait gagner Asuka, même si c'était un choix un peu facile, il faut le reconnaître. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne représentante, et tout le monde se souviendra d'Asuka donc comme étant la première vainqueur du Rumble féminin. Et donc un Rumble qui aura duré quand même quasiment 1 heure, hein, c'est tout de même pas mal du tout, et c'est très similaire à ce qu'ont fait les garçons. Charlotte et Bliss montent alors sur le ring, hein, chacune avec leur ceinture, afin de savoir quelle championne Asuka va choisir. Mais c'est là que la grosse surprise arrive avec Ronda Rousey hein, qui débarque. Finalement, alors qu'elle était en tournage en Colombie, hein, c'est incroyable. Moi, franchement, j'y croyais plus trop. Je me disais que ça allait être très difficile de faire le voyage. Et finalement, elle l'a fait. Elle a pu se pointer. Et dès qu'elle est arrivée, qu'elle est montée sur le ring, elle a pointé le logo WrestleMania, puis tendu la main vers Asuka. Mais Asuka repousse cette main tendue et Ronda repointe le logo WrestleMania tout en regardant Asuka, hein. Donc du coup le défi est clairement lancé entre les deux femmes. Mais bien sûr cela pose question hein, puisque Asuka normalement doit disputer un match de championnat à WrestleMania, donc contre soit Bliss soit Charlotte, qui d'ailleurs du coup Asuka n'aura toujours pas choisi à ce moment-là, hein. Du coup il faut se demander quel sera le rôle de Ronda Rousey à WrestleMania. Est-ce qu'elle va se joindre à un match dans un triple threat, ou est-ce qu'elle va vraiment affronter Asuka, mais du coup on n'aura pas de match de championnat? Mais bon, ça m'étonnerait, je pense que Asuka va l'avoir son match de championnat, même peut-être qu'Asuka va affronter Ronda, et plus tard aura son match de championnat, peut-être qu'elle aura 2 matchs dans la même soirée, hein, ce qui serait incroyable, mais pourquoi pas. Donc ça, on va bien voir ce qui va se passer. En tout cas, on voit ensuite Ronda qui vient serrer la main de Stephanie McMahon. Et Stephanie McMahon hésite, mais finalement, tout se sera bien passé. Mieux que la dernière fois qu'elles se sont rencontrées à WrestleMania, en tout cas. Le show se termine donc comme ça, sur un dernier pointage du logo WrestleMania par Ronda Rousey. Et concernant donc l'évaluation de ce Rumble féminin, eh bien, je trouve que la WWE s'en est vraiment plutôt bien tiré, hein, malgré la difficulté de la chose, d'autant plus que c'était quand même le premier de l'histoire. On a eu pas mal d'anciennes qui sont venues, peut-être trop même, me direz-vous, car finalement peu de filles de NXT sont venues en comparaison, hein, seulement 2 avec Ember Moon et Kairi Sane, alors qu'on aurait pu s'attendre à voir l'iconique duo, hein, Billie Kay Peyton Royce, Nikki Cross ou Bianca Belair notamment, hein, avec un fouettage de tresse général qui aurait pu être un moment très sympa de ce Rumble. Moi j'y ai pensé, mais bon, ils ne l'ont pas fait. Pas de Shayna Baszler non plus, hein, et ça je vais pas m'en plaindre, hein, pour le coup. En tout cas, je donnerais un bon 7 sur 10 à ce Rumble féminin, très encourageant pour les Rumble Features, et on sent qu'il a été vraiment très bien préparé, hein, très soigneusement préparé, ça se voit, et il y a eu quelques moments sympas, ça faisait plaisir de revoir Trish Stratus, Lita, Beth Phoenix ou Michelle McCool notamment. Après c'est dommage de ne pas avoir eu un duel entre Trish et Lita, hein. Le public aurait sûrement adoré ce moment, mais bon, ils ont préféré mettre Trish avec Mickie James. Mais voilà, il y a eu quand même plusieurs bons moments, et voilà, comme je le disais, ils s'en sont vraiment très bien sortis. Au final, hein, que le bilan de ce Rumble, hein, il est assez simple. Les 2 Rumble matchs auront clairement sauvé ce show, et j'ai vraiment l'impression que la WWE a tout misé, a tout donné sur ces 2 Rumble matchs, et au détriment du reste, en fait. On sent qu'ils ont bien préparé leur affaire pour ces 2 Rumble matchs, y a pas de problème. Et effectivement, au final, même si les 2 vainqueurs sont plus que prévisibles, ils ont été quand même bien réalisés et bien préparés. Mais en ce qui concerne les autres matchs, ils ont paru vraiment très fades, très effacés à côté, et même très quelconques en comparaison. Et j'ai vraiment l'impression que ça a été fait exprès afin de bien mettre en valeur les Rumble matchs.
Mais toujours est-il que les 4 autres matchs font partie quand même du pay-per-view et que je suis obligé d'en tenir compte dans ma notation finale, dans ma notation globale du pay-per-view. Et c'est pour ça que je ne donnerai que la note de 6 sur 10 à ce pay-per-view, ça peut paraître sévère, mais je mets plus que la moyenne quand même, car les 2 combats les plus importants du show, qui sont les 2 Rumble matchs, auront été quand même plutôt réussis dans l'ensemble, donc c'est normal d'avoir quand même plus que la moyenne. Mais les autres matchs auront vraiment été bâclés, je trouve, et préparés avec le cul, sans le moindre effort particulier, et c'est ça qui fait clairement baisser la note moyenne. Donc au final, je pense que je suis juste quand je donne 6 sur 10. Mais voilà, ils ont vraiment, ils se sont laissés aller à la facilité, quoi. Et donc finalement, j'ai envie de dire que c'est presque j'ai même presque pas envie d'en tenir compte de ces 4 matchs, en fait. Finalement, c'était que des prétextes, ces 4 matchs. C'est vraiment des parenthèses, c'est les Rumble matchs qu'il fallait regarder. Et donc si tu regardes que les Rumble matchs, bah finalement t'es content et t'as plutôt un bon pay-per-view au final. Il faut le dire. Mais voilà. Mais ces 4 matchs, vraiment, faut vite les oublier. Voilà, désolé, la review dure 1h15, mais c'est le Rumble, il y en avait 2, donc c'était vraiment très long. Et il fallait vraiment beaucoup dire de choses. Je vous remercie de votre écoute, j'espère quand même que vous allez écouter. Je sais que c'est long, mais vous pouvez écouter en accéléré, vous écouterez quand même toute cette vidéo. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour les news et tout ce qui va se passer à la WWE. Et d'ici là, en tout cas, passez une bonne fin de semaine. Et d'ici là, donc, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.